Brestoise, Brestois, la voilà enfin la première grosse recrue de ce mercato brestois. La première étant Grégoire Coudert, mais qui en tant que second gardien n'a pas forcément déclenché l'enthousiasme. En revanche, la signature de Jere Uronen s'était annoncée depuis plusieurs semaines, et c'est donc officiel, Jere Uronen rejoint le Stade Brestois depuis Genk. Il signe donc un contrat de 3 ans avec Brest, et l'indemnité de transfert est évaluée entre 2 et 3 millions. Le Télégramme nous parle d'1 million plus des bonus fluctuants. Donc voilà, c'est un peu flou, mais on peut partir sur un 2 millions, 2-3 millions. Donc on recrute ici un joueur qui, mine de rien, jouait la Ligue des Champions il y a 2 ans. Un joueur qui a brillé lors de l'Euro 2020 avec la Finlande. Et un joueur qui a donc 27 ans, qui quitte un championnat où il jouait les premiers rôles avec Genk. Et c'est justement vers ce championnat qu'on s'est tourné pour vous parler de ce joueur, ce Finlandais. Et c'est donc qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir Sacha Tavolieri, qui est donc journaliste pour RMC Sport, qui suit l'équipe nationale belge, mais qui suit également le championnat belge. Salut Sacha, déjà avant tout, merci de nous accorder ton temps, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on a trouvé que ce serait très pertinent d'avoir ton avis, et tu vas très vite le comprendre pourquoi, parce que notre première question, elle est liée au fait que toi, tu suis effectivement le championnat belge, mais également l'équipe nationale belge. Donc comme nous, tu as pu voir Jere Uronen avec la Finlande, plutôt brillant sur son Euro, plutôt très bon même contre la Belgique. Et ce que nous, supporters brestois, on se demande, parce que moi le premier, je ne connaissais pas Jere Uronen avant ces rumeurs, avant cet Euro, c'est est-ce que les performances d'Uronen lors de l'Euro, c'est un peu la norme, ça correspond à ce qu'il a montré à Genk, ou on peut craindre que ce soit un peu la compétition de sa vie et qu'il ne puisse jamais revenir à ce niveau de performance? Ah non, pas du tout. Je pense d'ailleurs qu'il a été bien meilleur cette saison avec le club de Genk, où il était en fait, il avait cette qualité d'être extrêmement régulier. Voilà, que durant l'Euro, je pense que durant l'Euro, il a été très bon. Effectivement, il a fait son travail, il s'est installé un petit peu comme un leader, avec Camara à côté en milieu défensif qui venait à chaque fois demander les ballons et donc avec lequel il pouvait combiner. C'était assez intéressant. Mais enfin, je veux dire, à Genk, où il a parfois joué aussi dans un système à 3, c'était assez différent. C'était assez différent parce qu'il avait des velléités offensives qui étaient assez intéressantes. Et en même temps, c'est vraiment un milieu de terrain de travail, quoi. C'est un vrai boulotteur, c'est vraiment un beau bosseur. Et donc, je dirais que lui n'étant plus titulaire aujourd'hui, puisque c'est Preciado qui est titulaire à la gauche, je pense. Non, c'est Junkelrod, pardon. C'est Junkelrod qui est à présent titulaire. Ben voilà, je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour lui de reprendre un club de Ligue 1 qui est un club qui a quand même un certain niveau et où il va pouvoir justement faire partie des joueurs importants. Parce qu'il va vraiment arriver à Brest comme étant un joueur qui a les capacités d'être titulaire, quoi. Donc, non, c'est un beau coup. C'est un beau coup. Après, je ne sais pas combien effectivement Brest a mis pour un joueur pareil. Mais c'est un transfert assez intéressant et il pourra à l'avenir montrer ce qu'il a montré en Europa League avec Genk et également en championnat, quoi. Donc il a, comme je t'ai dit, moi je pense que c'est un joueur intéressant parce qu'il va vraiment aller arpenter tout le côté gauche. Et c'est un joueur de travail. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche, qui est un vrai coéquipier, un vrai équipe, justement un vrai joueur d'équipe, un porteur d'eau. Et donc il ne rechigne pas à la tâche quand il faut, par exemple, combler parfois les errements défensifs des offensifs, aller travailler plus que de coutume pour justement boucher les espaces. Il est très bon en termes d'effort et de proposition aussi. Voilà, c'est un joueur qui joue à chaque fois juste, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui est un joueur honnête. Voilà, joueur honnête. Et non, j'apprécie beaucoup ce joueur. Je trouve que il peut amener à Brest de la continuité. Et je pense qu'il va vraiment apporter un plus. La question peut paraître assez brutale comme ça, notamment pour supporters brestois, mais qu'est-ce qu'un joueur qui sort d'un très bon Euro et qui est habitué à disputer les compétitions européennes avec Genk vient faire à Brest qui a fini 17ème de Ligue 1? Tu parlais de transferts très intéressants, mais on pourrait même parler de transferts très surprenants. La surprise issue de son transfert se trouve tout simplement dans sa situation contractuelle. Étant donné le nombre d'années qu'il a déjà effectué dans le club de Genk et je dirais la servitude et la générosité dont il a fait part pendant des années à ce club-là,
bah voilà, il fallait trouver raisonnablement un accord et à mon avis, c'est pour ça que le transfert est assez bas. Après, le club de Brest est aussi un club qui a vraiment charmé en Europe. Ça, je peux te le dire. En Belgique, on a beaucoup parlé de ça. Et puis surtout, je pense que ça a plu également aux agents étrangers, aux joueurs étrangers, etc., à qui le projet de Brest était proposé pour pouvoir faire partie de ce projet-là. Ça reste quand même une équipe dont les velléités sont naturellement offensives. Il y a un football qui est proposé, qui est un football quand même relativement généreux, fait de propositions et qui convient donc par ce biais-là de Uronen à Uronen. Et donc forcément, moi je le vois plutôt comme ce prisme-là d'un défenseur qui certes ne va plus jouer avec autant de velléité offensive, mais qui a quand même une rigueur défensive capable, comme il l'a montré à Genk, de faire la différence. Donc selon moi, ça peut fonctionner, même si c'est pas une équipe qui va jouer la possession et la domination dans le jeu pendant toute l'année en Ligue 1. Mais il est capable de se fondre de toute façon au système de l'entraîneur de Brest, ça c'est certain. Après, voilà, comme je dis, il reste un an de contrat, il avait 28 ans, il reste sur un bel euro, je pense que c'était la meilleure manière, parce que sinon il n'allait pas pouvoir être vendu à ce prix-là. C'était la meilleure manière aussi pour Genk de pouvoir le vendre. Il y avait une offre intéressante, je pense que lui voulait y aller. Et donc forcément, ils se sont mis d'accord par rapport à ça. Mais c'était aussi une manière aussi pour Genk de récupérer un peu d'argent pour un joueur où effectivement, bon, voilà, s'il n'y avait pas eu l'euro et qu'il n'y avait pas eu cet engouement-là, il aurait peut-être récupéré 1 million, 1 million 25 millions, 1,25 million, mais pas plus quoi. Là, on parle plus de 2,5, 3, d'après ce que je comprends. Donc c'est plus intéressant. Et forcément, c'est des businessmen. Donc voilà, je pense que Ironen ne sera pas difficile à remplacer parce que déjà, il n'était pas titulaire à Genk. Et donc, forcément, bah, voilà, ce ne sera pas un moindre mal, même si on perd un joueur d'équipier. Junkelrod est vraiment dans le même profil. Et donc, forcément, bah, ils ont, je dirais, trouvé le remplaçant. Voilà, c'était le remplaçant tout trouvé, quoi. Donc ils ont trouvé avec Junkelrod, justement, le remplaçant d'Ironen déjà. Donc, non, je pense que ça ira. Défensivement, il est capable quand même de jouer plus bas quand la rigueur l'exige. Et puis, il a été capable aussi de jouer dans des niveaux de jeu supérieurs. Donc, voilà. Voilà. Je pense que le côté non surprenant de ce transfert peut se trouver dans sa situation contractuelle et le fait que c'était le moment ou jamais de le vendre. Et bref, c'est arrivé au bon moment et ils ont fait un très très bon coup, vraisemblablement. Il n'y a donc quand même pas trop de regrets sur le départ de Jere Uronen du côté de Genk. C'est un joueur qui arrive d'Helsingborg, je pense, en Suède en 2016, qu'il a acheté 700 000 euros et que maintenant bah, va quasiment être acheté pour le double, alors qu'il a 27 ans. Donc non seulement il a apporté sportivement beaucoup de choses à cette équipe depuis 2016, donc ça fait plus de 5 ans qu'il est là, et puis en même temps il va rapporter de l'argent. Donc c'est aussi le discours en général de Dimitri de Condé aux joueurs qui sont censés quitter le club. C'est voilà, pour service rendu, s'il y a une offre intéressante et que tu souhaites y aller ou que tu souhaites aller vers un autre défi qui peut justement t'apporter plus de sécurité financière, j'en sais rien, quelque chose de plus intéressant, vas-y quoi, on va te laisser libre. En tout cas, on va collaborer pour que ce transfert soit possible. Tu nous parles jusqu'ici d'un coéquipier modèle, c'est vrai, il en faut, on en a besoin, mais ce que Brest recherche en ce moment, c'est surtout des leaders. Et est-ce que tu penses que Jere Ironen, de par son expérience, peut assumer ce rôle de leader ou c'est pas trop dans sa personnalité, en gardant quand même à l'esprit que Jere Ironen, d'une part, n'a jamais joué le maintien de sa carrière, que ce soit en Suède, à Genk ou même avant en Finlande. Et surtout, deuxième point, tu me corrigeras si je me trompe, mais à Genk, personne ne parle français et donc probablement pas Jere Ironen. Pour répondre par la deuxième question, effectivement, il parlait anglais. Il ne parle pas néerlandais non plus. On parle néerlandais en Genk. Mais en général, le discours en général, il se fait en anglais. Et oui, bien sûr, c'est vrai que la communication, en tout cas, elle se fait en anglais. John Van Den Brom est vraiment un people manager assez intéressant. Donc, il réglait ce genre de problème linguistique. Mais oui, effectivement, c'est pas un francophone. Je ne sais même pas s'il a déjà parlé en néerlandais, enfin français. Dans sa vie. Mais non, non, il parlera anglais, en tout cas, il devra s'adapter tout doucement en français, mais il est anglophone. Ça, c'est la première réponse. Et puis, deuxièmement, oui, je pense que c'est toujours très, très compliqué parce que c'est pas un leader. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va prendre cette équipe et qui va faire la différence quand ça va pas. Mais par contre, il a toujours été présent dans les moments compliqués et il a toujours été régulier. C'est un joueur qui a, si tu veux, un cardiogramme relativement, tu vois, pas bas, pas haut, mais relativement stable à chaque fois. Donc c'est un joueur qui va faire des performances 6, 6,5, parfois 7 quand il est très bon.
mais qui ne va jamais trop décevoir ou trop exploser non plus. Il a une forme de régularité, et c'est en cela aussi qui convient très bien à la Ligue 1, parce que c'est un joueur qui a un niveau relativement stable, et qui donc forcément, de par sa régularité, va pouvoir trouver je dirais assez vite s'installer dans cet effectif, comme je dirais un titulaire solide, un joueur d'équipe assez difficilement déboulonnable, mais par contre, et c'est là que c'est intéressant, c'est pas un leader de voix, c'est pas un leader technique, c'est un joueur qui va toujours faire ce que on te demande et le faire bien. Voilà, il va être au service des autres. Et ça, c'est vraiment important. Et donc forcément, tu ne dois pas t'attendre à un leader d'équipe ou même un leader technique, mais tu dois plutôt t'attendre à un joueur de complément qui va t'apporter énormément de stabilité, de sérénité, de régularité. Et je pense que dans le combat vers le maintien, ce sont trois qualités extrêmement importantes. Tu évoques justement sa régularité, mais là où elle va être mise entre guillemets à rude épreuve après, c'est qu'aujourd'hui, ça serait le seul piston latéral gauche. Et est-ce que tu penses que c'est un joueur qui physiquement a le coffre, qui est assez solide, qui ne craint pas les blessures? Enfin, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut faire 40 matchs pleins, complets dans une saison sans trop de soucis? Il a une hygiène de vie irréprochable, effectivement. D'abord, c'est un joueur qui a cette qualité-là et qui, en plus de ça, comme je t'ai dit, est un... Allez, c'est un vrai professionnel dans l'âme, quoi. C'est un sportif professionnel, quoi. Il a conscience de son statut et des efforts qui en incombent. Donc ça, c'est évidemment plus intéressant qu'un joueur lambda qui pourrait faire des différences, etc., mais qui n'a pas cette régularité. Quand je te parle de régularité, je parle également de cela. Donc oui, moi j'ai pas de souvenir en tout cas de blessures importantes de la part du Ronen. Il a certainement eu quelques petits bonbons sur 5 ans, mais ça n'a jamais été plus loin qu'un mois de blessure, etc. Quoi. C'est pas, ça n'a pas été très grave. Et donc forcément, oui, il est capable de tenir la distance et il a une certaine régularité qui est très intéressante, en tout cas quand on lui faisait confiance. Alors jusqu'ici, tu nous dresses un portrait très positif de Jere Uronen, c'est forcément très satisfaisant pour un supporter brestois, mais quand même, pour être complet et pour ne pas avoir de mauvaises surprises cette saison, est-ce qu'il y a des gros défauts qui traînent encore chez Jere Uronen, des choses sur lesquelles il faudra être particulièrement attentif? Je dirais que c'est pas non plus un joueur qui a des qualités. Allez, c'est un bon joueur de foot, mais il n'a pas des qualités supérieures quand l'intensité s'élève, quoi. Ça veut dire qu'il va faire son travail et il va effectivement remplir comment dire, la fiche des devoirs. Mais c'est vraiment un joueur de devoir, quoi. C'est pas un joueur qui va faire des différences ou qui va à un moment donné aussi nous surprendre. Il a aussi ses limites. Les limites, elles peuvent être techniques, elles peuvent être physiques, notamment dans le jeu aérien. Et il peut aussi également se faire prendre de vitesse. Attention à son placement. Dos au but, ça peut être évidemment quand il est aux prises sur des velléités offensives, il peut très bien se faire prendre dans le dos. Et là, forcément, ça devient plus compliqué puisque tu t'exposes à des contres, etc. Donc, je dirais que ça, c'est trois aspects qu'il faut vraiment tenir à l'œil parce qu'il reste, je dirais, encore relativement friable là-dessus, mais bon, ça fait partie de ses défauts, quoi. Mais sinon, il arrive à les combler avec justement cette espèce de conscience de qui il est et dans quel collectif il est. Et voilà, c'est un joueur assez intéressant, vraiment, parce qu'il a une vraie maturité. Et donc, forcément, il comble un petit peu tous les défauts qu'il a, qui sont quand même nombreux, hein. Donc, physique, technique, je t'ai dit le jeu aérien, un petit peu le placement, etc., par son expérience et des matchs qu'il a joués, et également je dirais sa bouteille, sa maturité. Eh bien, merci Sacha. Peut-être pour terminer, une nouvelle question rituelle. Si les chiffres que l'on va sortir, c'est-à-dire entre 2 et 3 millions d'euros, s'avèrent exacts pour le transfert de Jere Uronen à Brest, toi, quelle note tu mettrais à ce transfert de la part du Stade brestois sur 10? Je mettrais 7 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de la régularité du joueur au travers de ces années en Jupiler Pro League. Sans cesse bon, sans cesse intéressant, mais sans être aussi flambant ou sans vraiment se mettre en avant. Voilà, c'est un joueur intéressant, un joueur comme je le dis, un joueur d'équipe qui va rendre de fiers services au Stade brestois. Voilà, une bonne note de 7 sur 10 pour un joueur qui, on l'aura compris, a pour principale qualité sa régularité, sa fiabilité. C'est peut-être ce dont Brest a beaucoup manqué la saison dernière et c'est assez symbolique de voir que le joueur qui était entre guillemets le plus fiable à Brest la saison dernière, c'était le latéral gauche, Romain Perraud. Donc seul le temps nous dira si Brest a réussi à remplacer avantageusement ce joueur. Mais en tout cas, je pense que c'est un transfert qui va déclencher l'enthousiasme, hein, tout simplement, chez les supporters brestois. On aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission avec Quentin, avec Fanche, et puis avec vous, les auditeurs, évidemment.
En attendant, on se donne rendez-vous à la prochaine recrue. On l'espère le plus vite possible. Et évidemment, sur le suivi des matchs amicaux, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter Brestonner. Toujours, on essaie de suivre les matchs amicaux. On sera par exemple à l'Andivisio ce mercredi. On sera également là pour le match face à Majorque. Enfin, voilà, on sera ensemble cette saison. On l'espère, une saison avec le public, une saison où on pourra tous ensemble chanter et crier. Allez Brest! Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.